L'invité de la rédaction, un acteur majeur de la société civile, une figure emblématique de pro, le célébrissime Georges Pagan, c'est le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, l'OROL BG. Georges Pagan, bonjour. Bonjour. Georges Pagan, les droits de l'homme, c'est votre tasse de thé. Et le 10 décembre dernier, donc 10 décembre 2019, nous avons célébré la journée mondiale dédiée justement aux droits de l'homme. L'OROL BG a fait une déclaration, une sortie tonitruante. Revenez-en sur les axes majeurs de votre déclaration. Effectivement, Monsieur Malekou, les droits de l'homme, c'est comme quand on entre en religion. C'est un sacerdoce. On le fait avec passion, on le fait avec dévouement. Et on est comme si on se laisse emporter par un feu. Effectivement, le feu des droits de l'homme brûle en moi depuis plus de 15 ans. Je me suis investi résolument sur cette matière. Parce qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme dans notre pays, qui est aujourd'hui caractéristique des pays emblématiques en ce qui concerne les restrictions aux libertés fondamentales de façon spécifique, mais de façon globale, le Gabon est caractéristique d'un État qui viole les droits de l'homme. Alors, nous avons donc, pour la circonstance, n'est-ce pas, liée aux festivités marquant les célébrations de la journée internationale du 10 décembre 2019, nous avons donc publié un rapport accablant, n'est-ce pas, sur la situation globale des droits de l'homme en 2019 au Gabon. Qu'en ressort-il les grands axes? Les grands axes de ce rapport sont les suivants. Le rapport confirme l'analyse générale d'une dégradation continue, une dégradation continue des droits de l'homme au Gabon. C'est-à-dire que le constat fait depuis 2016, c'est que le Gabon est en permanence un État non respectueux des droits de l'homme. Les arrestations arbitraires, je vous traduis ici un peu les caractéristiques des violations des droits de l'homme qui sont énumérées dans ce rapport. Donc, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, les détentions abusives sont monnaie courante, sont légion. Les prisonniers politiques qui croupissent pour les plus anciens depuis près de 40 mois, plus de 40 mois, sont toujours d'actualité. Ils sont plus d'une dizaine de prisonniers politiques. Je citerai ici les plus importants, les plus connus. Landry Washington, Pascal Oyourou, Zibi, le jeune Barack Obama et l'Ivoirien Yehou, Hermosel. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Je cite ici les plus connus, les figures les plus significatives. Après la sortie de votre rapport, ce n'est pas fini. Hein. Je continue à vous décrire un peu. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vous donne ici. Donc, il y a la question des prisonniers politiques qui est d'actualité. Le régime prétend qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais nous, les défenseurs des droits de l'homme, moi, particulièrement, en tant que membre d'Organisation internationale de défense des droits de l'homme et membre du ROL BG, président exécutif du ROL BG et défenseur des droits de l'homme, je déclare au nom de toutes ces organisations qu'il existe au Gabon bel et bien des détenus politiques. Ces détenus politiques croupissent sans jugement, leurs droits constitutionnels sont régulièrement violés. Il y a les questions liées à l'impunité. Nous sommes dans un système d'impunité. Les gens qui ont été assassinés en 2016, des centaines de personnes qui ont été assassinées en 2016 lors des événements douloureux liés au conflit post-électoral de la dernière élection présidentielle, disais-je. Donc la situation vraiment des violences post-électorales, notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de sang, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires qui ont fait le lot
n'est-ce pas, de cette répression, non, ces personnes n'ont pas été jugées. Ces personnes n'ont pas connu... Est-ce que vous connaissez les personnes déjà interpellées? Je veux dire, les auteurs, les planificateurs de ces actes odieux n'ont jamais été jugés. Ils sont protégés par une loi de d'omerta politique, ils sont protégés par le régime. Hein? Donc ici, on constate donc une situation d'impunité par rapport aux crimes commis en 2016 précisément lors de la crise post-électorale. Cela signifie que la justice n'est pas indépendante parce que le rendu de la Cour pénale internationale de 2018, de septembre 2018, renvoie l'affaire du Gabon devant les juridictions nationales. Quand je parle des juridictions nationales, je parle des juridictions du Gabon, elles peuvent être aussi les juridictions françaises, européennes et américaines. Les crimes commis au Gabon sont d'une gravité extrême, mais ne sont pas qualifiés de crimes contre l'humanité. Parce que le travail d'enquête, le travail définitif d'enquête n'a pas été réalisé. C'est un travail partiel qui a permis de faire ce constat. Autre pan de ce rapport, Georges Pagar? L'autre pan de ce rapport concerne la situation des violences faites aux enfants. Vous connaissez, il y a dans notre pays le problème emblématique de la jeune Wali qui a été violée par le pédophile Alexis Ndouna qui continue à courir. Alexis Ndouna bénéficie manifestement d'une protection de mains invisibles qui le protège dans l'appareil politique et autres. Il est protégé. Il est en cavale. Mais il est en cavale où les gens de la GER ont été arrêtés rapidement. Comment le système sécuritaire très huilé du Gabon ne peut pas mettre la main sur ce délinquant, sur ce prédateur sexuel? De votre point de vue, il bénéficie d'un parapluie politique. Oui, il bénéficie d'un parapluie politique dû à son appartenance et à ses affinités au sein du régime en place au Gabon. L'autre fait marquant de ce rapport concerne la situation des personnes, des malades mentaux. Vous voyez qu'il y a des centaines de malades mentaux qui déambulent dans nos villes et villages. Aujourd'hui, le service national en charge des malades mentaux est dans un état de déliquescence. Ce service n'est pas opérationnel malgré les budgets colossaux que l'État gabonais met dans le système de santé, mais les malades mentaux déambulent, ce qui est une caractéristique également de la faillite de l'État, de la faillite du système de prise en charge sanitaire. C'est un mauvais signal pour le Gabon, qui traduit vraiment l'incompétence du gouvernement quand on voit des individus qui sont déshumanisés comme ça. Au XXIe siècle, on voit des citoyens gabonais se promener. Vous parlez des compétences du gouvernement. On a vu le gouvernement, on a entendu le gouvernement Kougué-Bekele désormais placer son engagement sur le sol de la probité, l'efficacité et l'éthique. Et là, vous accordez au moins le bénéfice du doute? Je ne peux pas accorder au bénéfice du doute à un gouvernement qui est jugé par les Gabonais des compétents, parce que aujourd'hui, on constate qu'un an après la maladie d'Ali Bongo, il y a eu plus de 8 remaniements ministériels. Ces remaniements ministériels sont la résultante de l'instabilité politique au sommet de l'État, de l'incompétence politique au sommet de l'État. Donc nous parlons des questions de droits de l'homme, revenons aux questions des droits de l'homme et au rapport accablant qui a été fait par le rôle BG. L'un des aspects aussi abordés par ce rapport concerne les violations de la liberté de la presse. Vous savez qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. La liberté de la presse est l'un des éléments fondamentaux, elle est l'un des critères essentiels qui déterminent du niveau de développement démocratique d'un pays. Or, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle il y a une oligarchie au sein du Haut Conseil de l'audiovisuel LAC qui fait dans la répression systématique des médias audiovisuels et la presse en ligne. Je veux dire des médias qui ne sont pas favorables au régime, qui disent la vérité, qui transmettent vraiment une information transparente et crédible. Ça veut dire une information digeste pour la population. Ces médias sont systématiquement donc victimes de répression. Je fais ici allusion à Gabon Media Times, je fais ici allusion à Gabon Revue, à Écho du Nord, à la Loupe,
qui sont les journaux les plus importants de la presse libre du Gabon. Je fais aussi allusion à RTN, qui est la seule télévision libre aujourd'hui du Gabon. Donc l'ensemble de ces médias vivent dans un stress permanent, dans une violence politique inouïe, parce que la violence résulte ici du fait que ce service public est géré par des mercenaires, des anciens conseillers à la présidence de la République qui se permettent, n'est-ce pas, qui se comportent vraiment en destructeur de la liberté d'expression, et c'est inadmissible. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je condamne le comportement clientéliste du président de la Hague, un ancien conseiller à la présidence de la République qui confond les rôles. Le rôle de la Hague n'est pas de faire dans la répression, son rôle est de faire dans la régulation, dans la formation, dans le renforcement des capacités des médias. C'est un organe, qui est là pour fédérer. Georges Paga, la répression systématique de la Hague n'est pas toujours acceptée par tous. Oui, mais il ne faut pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter parce que la manière dont... n'est pas toujours compris, incise par tous. Tout le monde n'accepte pas l'accusation de... Mais ça dépend de notre compréhension de la démocratie. Dans mon propos tout à l'heure, je vous disais que la liberté de la presse, le fonctionnement libre, une presse libre dans un pays est le reflet de la vitalité d'une démocratie. La démocratie, n'est-ce pas, se juge, la démocratie se définit, se décrit aussi par le niveau, n'est-ce pas, d'indépendance des médias, le niveau de pluralité médiatique. Or, au Gabon, cette pluralité médiatique est victime de répression. La répression concerne essentiellement les médias libres, les médias qui font dans une information différente de celle de la propagande des médias publics. Autre pan de ce rapport, Georges Paga? L'autre pan emblématique de ce rapport concerne la question des arrestations arbitraires, des disparitions forcées des membres de la société civile. Beaucoup d'acteurs de la société civile ont été arrêtés de façon arbitraire, ont été victimes de répression. Il y a des syndicalistes qui ont été emprisonnés. Je parle ici du confrère Malanda, je parle ici du jeune Mongjo, et d'autres, Madame Sylvie Bott et le Ndongedzo, ainsi de suite. Ces syndicalistes ont été victimes d'une répression parce qu'ils ont justement posé des questions sur la capacité du président de la République à diriger le Gabon. Pour ce qui est de Malanda, il a dénoncé aujourd'hui ce qui fait l'actualité, c'est-à-dire la mafia de la GEG. Lui et moi avons été les premiers à dénoncer le comportement anarchiste, le vol en bande organisée des membres de la GEV. La GEV est hors d'état de nuire. L'histoire nous donne raison. Je ne me félicite pas que la GEV... Je ne me félicite pas des effets d'annonce. Je me féliciterai lorsque tous les criminels financiers qui polluent à la République auraient été mis hors d'état de nuire. Parce qu'il n'y a pas... Nous avons fait une liste, nous avons publié une liste, elle existe sur ma page Facebook de tous les criminels financiers. Tous les criminels financiers, il y a Kombessé qui est dehors, Liban Souleymane est dehors, comment il s'appelle, Sedoukan est dehors. Ils sont nombreux, ils se comptent par dizaines, par centaines, ceux qui ont géré les entreprises publiques. Hein, ceux qui ont géré au-delà des membres de la GEV qui ont géré la CNAMGS, mais il y a la CNSS qui a été très mal gérée. Il y a le Conseil gabonais des chargeurs qui a été très mal géré. Il y a plusieurs sociétés, la SNI qui a été très mal gérée. Il y a plusieurs sociétés qui ont été victimes de prédateurs. Ils sont plus de 50 prédateurs de la chose publique. Il y a l'Agence nationale des grands travaux qui a été très mal gérée, dont les détournements se sont avérés faramineux. C'est cette agence qui est affiliée à la présidence de la République
qui a géré tout le budget d'investissement du Gabon depuis 2009. On n'a jamais fait l'audit de ces agences. Hein, mais les personnes qui ont géré ces agences ont des comptes à rendre à l'État. Il y a l'agence des parcs nationaux qui a aussi géré des milliards, plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Donc finalement la GEV n'est pas les seuls auteurs de braquage de l'État, si on peut caricaturer. Non, la GEV n'a pas seul braqué l'État gabonais. Non, la GEV n'est pas la seule responsable de la faillite de l'État gabonais. C'est tout un système. Moi, j'attaque sur le système mafieux, clientéliste et la coterie mafieuse. Je veux dire, c'est une coterie mafieuse qui est autour des crimes financiers dans notre système. C'est des mafieux qui sont en train de s'affronter. On s'achemine vers la fin de cet entretien, Georges Paga, mais difficile de boucler la boucle sans évoquer le dossier Noureddine Bongo qui prête à polémique. Sa nomination comme coordonnateur général des affaires présidentielles ferait de lui, selon l'opinion, un président bis. Votre regard, le regard qui est le vôtre, le regard avisé de l'acteur de la société civile qui est le vôtre? Je pense que les Bongos doivent faire preuve d'humilité. Aujourd'hui, le Gabon est dans une faillite. On parle, tout dans mon propos précédent, nous avons évoqué la situation de la corruption. Cette corruption, elle est liée au gouvernement, je vais dire au pouvoir exécutif. Parce que ceux qui ont nommé les membres de la GEV, qui sont aujourd'hui incriminés dans les crimes économiques et financiers, dans la corruption en bande organisée, n'est-ce pas, au sein du gouvernement et au sein des directions générales de grandes entreprises publiques, c'est bien le chef de l'exécutif. Donc c'est tout le système exécutif qui est aujourd'hui en mal. C'est tout le système exécutif qui est impacté par la corruption, qui est indexé par des populations. Les populations sont désabusées, les populations sont révoltées par le niveau... Préoccupation, monsieur Georges. J'y viens. Les populations sont révoltées par le niveau de corruption du gouvernement. Le niveau de corruption du gouvernement, le niveau de corruption à la présidence de la République. C'est ces deux structures qui sont impliquées dans la corruption en bande organisée, dans les crimes économiques. Et je pense que c'est ce système-là qu'il faut balayer, qu'il faut dégager. Hein? C'est le sentiment des Gabonais. Et Noureddine rentre dans ce paquet-là. Il doit être dégagé. Noureddine n'a pas sa place dans les institutions démocratiques au Gabon. Nous travaillons, nous, dans la société civile, pour réformer. Nous voulons réformer. Pourquoi est-ce que vous déniez cela, Noureddine? Le régime est en fin de cycle. Le régime est en faillite. Nous avons une faillite de la gouvernance, nous avons une faillite de la gestion de l'État, nous avons une corruption endémique généralisée qui paralyse le développement de l'État. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 20 km à 20 km de Libreville, la route est coupée parce que les budgets publics consacrés, n'est-ce pas, à la construction des routes, ces budgets qui se comptent par centaines de milliards de francs ont été détournés par les différents ministres qui se sont succédés depuis 2009 aux travaux publics. C'est Bongo qui les a détournés? Mais c'est le régime Bongo, moi je ne parle pas de... Noureddine Bongo fait partie du problème. Noureddine Bongo est lié à la famille Bongo qui est-elle impliquée dans les biens mal acquis, la plus grande escroquerie financière contre l'État gabonais. Donc Noureddine Bongo est disqualifié, qu'il n'ose même pas se présenter. Parce qu'il n'aura pas une seule voix et il aura Georges Paga devant lui. Ok, parole de Georges Paga, c'est la fin de cet invité. C'était Georges Paga, le président du ROLBG, le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon. Merci. www.mazlec.net